L'étrange histoire de Benjamin Button de Francis Scott Fitzgerald. Jadis, en 1860, il était bien vu de naître chez soi. À présent, l'Olympe de la médecine a décrété, paraît-il, que l'enfant pousserait son premier cri dans l'atmosphère antiseptique d'une maternité, de préférence une clinique en vogue. Les jeunes Mr. et Mrs. Roger Button avaient donc 50 ans d'avance lorsqu'ils décidèrent, un beau jour de l'été 1860, que leur premier enfant naîtrait en clinique. On ne saura jamais si cet anachronisme a eu une quelconque incidence sur l'histoire ahurissante que je m'apprête à relater. Je vais vous rapporter les faits et vous laisser juger par vous-même. Les Roger Button occupaient une position enviable, aussi bien sur le plan mondain que financier, dans le Baltimore d'avant la guerre de sécession. Apparentés aux familles un tel et un tel, ils appartenaient donc, tout sudiste vous le dira, à cette vaste aristocratie dont étaient essentiellement peuplées les confédérations. C'était leur premier contact avec la vieille coutume charmante de mettre des bébés au monde. La nervosité de Button était bien naturelle. Il espérait que ce serait un garçon pour pouvoir l'envoyer à l'université de Yale, dans le Connecticut, établissement où M. Button avait lui-même porté pendant 4 ans le surnom assez parlant de « Manchette ». Un jour de septembre, celui consacré à l'événement, il se leva très ému à 6 heures du matin, s'habilla, ajusta un nœud de cravate impeccable et s'enfuit en hâte au long des rues de Baltimore jusqu'à la clinique, afin de savoir si la nuit avait fait éclore une vie toute neuve. Il se trouvait encore à une centaine de mètres de Maryland Private Hospital for Ladies and Gentlemen lorsqu'il aperçut le docteur Kinney, médecin de la famille, qui descendait les marches du perron en se frottant les mains, du geste de se laver imposé par tous les hommes d'art pour le code tacite de la profession. M. Roger Button, président de la Roger Button & Company, quincaillerie en gros, se mit à courir à la rencontre du docteur Kinney, au mépris de la dignité qu'on aurait pu escompter de la part d'un gentilhomme du Sud à cette époque pittoresque. « Docteur Kinney !» appela-t-il. « Oh là, docteur Kinney !» Le médecin l'entendit, se retourna et attendit sur place. Une expression bizarre crispait ses traits rudes de praticien pendant que M. Button s'approchait. « Ah, quelle nouvelle !» demanda celui-ci en le rejoignant en pantelant. « Qu'est-ce que c'est ? Comment va-t-elle ? Est-ce un garçon ? Lequel des deux ? Calmez-vous, dit sévèrement le docteur Kinney, qui paraissait assez irrité. Le bébé est-il né ? Implora M. Button. Le docteur Kinney fronça les sourcils. Eh bien, oui, sans doute, si l'on veut. Il jeta encore à M. Button un drôle de regard. Ma femme va bien ? Oui. Et un garçon ou une fille ? Suffit, explosa le docteur Kinney au comble de l'exaspération. Je vous prierai d'aller vous en rendre compte par vous-même. Intolérable. Après avoir aboyé ce dernier mot en une seule syllabe, il se détourna en marmonnant. Croyez-vous qu'un pareil cas va rehausser ma réputation professionnelle ? Non. Un autre comme celui-là suffirait à couler n'importe qui. Mais que se passe-t-il ? Interrogea M. Button effaré. Les triplés ? Non, pas des triplés, coupa le docteur. D'ailleurs, vous n'aurez qu'à constater de vos yeux ce qu'il en est. Et trouvez un autre médecin. Je vous ai mis au monde, jeune homme. Je suis demeuré 40 ans durant votre médecin de famille, mais c'est bien fini. Je ne veux plus vous voir, ni vous, ni aucun des vôtres. Jamais. Adieu. Puis il tourna les talons, grimpa, sans un mot de plus, dans son phaéton qui l'attendait sur le bas-côté de la chaussée, et s'éloigna, implacable. M. Button resta planté au bord du trottoir, stupéfait, tremblant de la tête aux pieds. Quel horrible coup du sort s'était abattu sur eux. Il avait perdu subitement toute envie de pénétrer dans le Maryland Private Hospitals for Ladies and Gentlemen. Il dut se forcer, un instant plus tard, à gravir les marches et franchir la porte d'entrée. Une infirmière était assise derrière une table dans la pénombre vitreuse du hall. Ravalant sa honte, M. Button s'avança vers elle. « Bonjour, dit-elle avec un regard aimable. « Bonjour, je suis M. Button. » À ces mots, la terreur se répandit sur les traits de la jeune fille. Elle se leva d'un bond et sembla sur le point de s'enfuir, ne se maîtrisant qu'au prix d'efforts visiblement pénibles. « Je veux voir mon enfant, »
reprit M. Button. L'infirmière laissa échapper un petit cri. « Ah, oui, bien sûr !» s'exclama-t-elle d'une voix hystérique. « Là-haut, c'est là-haut, vous montez. » Elle indiqua du doigt la direction, et M. Button, baigné d'une sueur froide, se détourna misérablement pour monter au premier. Là, il s'adressa dans le couloir à une autre infirmière qui venait vers lui, une cuvette à la main. « Je suis M. Button, » parvint-il à articuler. Je veux voir mon... Patatras. La cuvette tomba à grand fracas et roula jusqu'à l'escalier. Cling, 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 cling. Elle entreprit une dégringolade persistante, comme si elle partageait la terreur générale inspirée par ce monsieur. « Je veux voir mon enfant !» hurla presque M. Button, qui frôlait la crise de nerfs. Cling, cling. La cuvette était arrivée en bas. L'infirmière se ressaisit et écrasa M. Button d'un regard d'un franc mépris. « Oui, monsieur, » acquiesça-t-elle à mi-voix. « Très bien. Mais si vous saviez dans quel état cette affaire nous a tous mis ce matin, c'est absolument scandaleux. La clinique ne retrouvera jamais sa réputation après. »« Vite !» cria-t-il d'un ton rauque. « J'en peux plus. »« Bon, venez par ici, monsieur. » Elle se traîna à sa suite. Au bout d'un long couloir, ils atteignirent une salle d'où sortaient des clameurs variées. Ils entrèrent. Une demi-douzaine de berceaux laqués blancs étaient alignés le long des murs, chacun porteur d'une étiquette nouée au chevet. « Alors ?» haleta M. Button. « Lequel est le mien ?»« Là !» dit l'infirmière. M. Button suivit des yeux le doigt pointé, et voici ce qu'il vit. Enroulé dans une volumineuse couverture blanche et partiellement enfoncé dans l'un des berceaux, un homme âgé de quelque 70 ans se tenait assis. Ses cheveux rares étaient presque blancs et une longue barbe grise lui pendait au menton, agitée d'une ondulation absurde par la brise qui venait de la fenêtre. Il leva sur M. Button des yeux pâles, fanés, où se lisait une interrogation muette. « Suis-je fou ?» exposa M. Button, dont l'épouvante se condensait en rage. « S'agit-il d'une sinistre farce de carabin ?»« Cela ne nous fait pas l'effet d'une farce, » répliqua sèchement l'infirmière. « J'ignore si vous êtes fou ou non, mais c'est incontestablement votre enfant. » Les gouttes de sueur froide se multiplièrent sur le front de M. Button. Il ferma les yeux, les rouvrit, regarda à nouveau. Pas d'erreur. Il contemplait un homme vieux de 14 lustres, un bébé de 14 lustres, un bébé dont les jambes pendaient par-dessus les côtés du berceau où il reposait. Placide, le vieil homme les regarda tour à tour, puis il éleva soudain une voix fêlée. « Êtes-vous beau-père » demanda-t-il. M. Button et l'infirmière sursautèrent violemment. « Parce que dans ce cas, » continua le vieillard d'un ton grognon, « je voudrais bien que vous me sortiez d'ici, et au moins qu'on me donne un bon fauteuil à bascule. »« Au nom du ciel, mais d'où venez-vous ? Mais qui êtes-vous » s'écria M. Button, pris de frénésie. « Je ne peux pas vous dire qui je suis, » répondit la voix géniarde, « car il y a seulement quelques heures que je suis venu au monde. Mais mon nom est indiscutablement Button. »« Vous mentez ! Vous êtes un imposteur !» Le vieil homme se tourna vers l'infirmière avec lassitude. « Charmante façon d'accueillir son nouveau-né, » se plaignait-il faiblement. « Dites-lui qu'il se trompe. Qu'attendez-vous ?»« Vous vous trompez, monsieur Button, » dit sévèrement l'infirmière. « C'est là votre enfant, et il faudra bien vous y faire. Nous vous prions de l'emmener chez vous le plus tôt possible, aujourd'hui même. »« Chez moi ?» répéta M. Button, incrédule. « Oui, nous ne pouvons pas le garder ici, vraiment pas, comprenez-vous ?»« Oh, encore une chance !» geignit le vieillard. « Bel endroit où installer un garçon au goût paisible. Avec tous ces cris, ces hurlements, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai demandé quelque chose à manger et on m'a apporté un biberon de lait. » M. Button s'effondra sur une chaise près de son fils et enfouit son visage dans ses mains. « Mon Dieu !» murmura-t-il au comble de l'horreur. « Que vont dire les gens ? Que dois-je faire ?»« Il faut l'emmener chez vous tout de suite, » insista l'infirmière. Une image grotesque se présenta aux yeux du malheureux avec une affreuse netteté. Il se vit parcourir les rues de la ville pleines de monde, flanqué de cette apparition consternante. « Je ne peux pas, je ne peux pas » gémit-il.
Ses connaissances s'arrêteraient pour lui parler, et que dirait-il? Il serait obligé de leur présenter ce septuagénaire. Voici mon fils, il est né ce matin, de bonne heure. Puis le vieillard se draperait dans sa couverture, et ils reprendraient leur chemin, passeraient devant les boutiques animées, le marché aux esclaves. Sombre pensée. M. Button regrettait un instant que son fils ne fût pas noir. Les demeures luxueuses du quartier résidentiel, la maison de retraite. Allons, ressaisissez-vous, ordonna l'infirmière. Dites donc, suggéra brusquement le vieil homme, si vous croyez que je vais aller à la maison dans cette couverture, vous n'y êtes pas du tout. On met toujours les enfants dans une couverture. Il brandit en ricanant un petit linge blanc. Regardez un peu, chevrota-t-il. Voilà ce qu'on avait préparé pour moi. C'est ce que portent tous les bébés, répliqua l'infirmière d'un air pincé. Eh bien, ce bébé-ci ne portera plus rien de tout d'ici 2 minutes. Cette couverture me gratte. On aurait pu au moins me donner un drap. Restez couvert, recommanda précipitamment M. Button. Et une canne, père. Je veux avoir une canne. M. Button claqua sauvagement la porte principale de la clinique. 2. Bonjour, dit nerveusement M. Button au vendeur des magasins de nouveautés de Chesapeake. Je voudrais acheter des vêtements pour mon enfant. Quel âge, monsieur? Plus de 6 heures, répondit M. Button après un bref calcul. Le rayon layette est au fond. Ah, mais je ne pense pas, je ne sais pas si c'est ce qu'il me faut, c'est un enfant très grand, d'une taille exceptionnelle. Vous trouverez les grandes tailles nourrissons. Où est le rayon garçonnet? Demanda M. Button, changeant désespérément de tactique, et convaincu que le vendeur soupçonnait son secret honteux. Ici même. Bon? Il hésita. L'idée d'habiller son fils avec des vêtements d'homme lui répugnait. Si seulement, par exemple, il pouvait mettre la main sur un très ample costume de petit garçon, on raserait cette barbe si longue et abominable, on teindrait en châtain les cheveux blancs, et peut-être parviendrait-il ainsi à dissimuler le pire et à sauver un peu son amour-propre, sans parler de son prestige mondain à Baltimore. Mais l'exploration frénétique du rayon garçonnet ne révéla pas le moindre costume capable de revêtir le jeune Button. Son père s'en prit naturellement au magasin, comme il est d'usage en de telles circonstances. « Quel âge a votre fils, disiez-vous » interrogea l'employé intrigué. « Il a 16 ans. »« Ah, excusez-moi, je croyais que vous aviez dit 6 heures. Vous trouverez le rayon adolescent dans l'allée à droite. » M. Button tourna piteusement les talons, puis il s'arrêta net. Son visage s'éclaira, et il montra du doigt un mannequin dans la vitrine. « Voilà !» s'écria-t-il. « Je prendrai ce costume, celui qui est sur le mannequin. » L'employé ouvrit de grands yeux. « Mais monsieur, protesta-t-il, ce n'est pas un costume d'enfant. Ou plutôt, si, mais c'est un déguisement. Vous pourriez le porter vous-même. »« Emballez-le-moi !» insista son client d'une voix tendue. « C'est ce que je cherchais. » Étonné, le vendeur obéit. De retour à la clinique, M. Button entra dans la nurserie et jeta presque le paquet à la tête de son fils. « Voilà tes vêtements. » Le vieil homme défit le paquet et considéra d'un œil critique le contenu. « Et ils me paraissent plutôt bizarres, objecta-t-il. Je ne veux pas avoir l'air d'un singe. »« Comme si moi je n'avais pas l'air d'un singe grâce à toi !» rétorqua férocement M. Button. « Ne t'occupe pas de l'air que tu auras, mais ça, sans quoi je te flanque une fessée. » Ce mot lui resta un peu en travers de la gorge, mais il lui semblait convenir à la situation. « D'accord, père, » répliqua l'autre avec une burlesque apparence de respect filial. « Vous êtes né avant moi, vous devez savoir ce qui s'impose. Comme vous voudrez. » Pour la deuxième fois, le nom de père fit sursauter M. Button. « Et dépêche-toi !»« Je me dépêche, père. » Quand son fils fut habillé, M. Button l'examina avec accablement.
Le costume se composait de chaussettes à pois, de barboteuses roses et d'une chemisette à grand col blanc. La longue barbe grise venait onduler sur ce col, tombant presque jusqu'à la taille. L'effet n'était pas heureux. Attends. Monsieur Button saisit une paire de ciseaux dans la poche de l'infirmière pour amputer la barbe en 3 coups rapides. Malgré cette amélioration, l'ensemble était loin de constituer une réussite. Le balai de poils tondus, les yeux larmoyants, les vieilles dents juraient étrangement avec la fantaisie du costume. Pourtant, M. Button fut inflexible. Il tendit la main. « Viens, dit-il austère. Son fils prit sa main d'un geste confiant. « Comment allez-vous m'appeler, papa » demanda-t-il de sa voix cassée. « Rien que bébé, pendant quelque temps, en attendant de trouver mieux. »« J'en sais rien, » grommela M. Button. « Je crois nous t'appellerons Mathusalem. » 3. Même après qu'on eut coupé très court et teint d'un noir peu naturel les cheveux clairsemés du nouveau Button, qu'on l'eût rasé de si près que ses joues reluisaient, et habillé d'un costume de petit garçon fait sur mesure par un tailleur éberlué, il était impossible pour M. Button d'oublier que son fils constituait une piètre incarnation du premier bébé de la famille. Tout voûté qu'il était, Benjamin Button, car on avait préféré ce nom à celui, plus approprié mais désobligeant, de Mathusalem, mesurait 1,75 m, une taille que ses vêtements ne pouvaient dissimuler, pas plus que ses sourcils épilés et brunis ne masquaient ses yeux fanés, larmoyants, fatigués. Dès qu'elle le découvrit, la nurse qui avait été engagée à l'avance quitta la maison, folle d'indignation. M. Button demeura pourtant inflexible. Benjamin était un bébé. Il resterait un bébé. Benjamin n'aimait pas le lait chaud. Il se passerait de manger, déclara d'abord son père, mais on finit par le persuader d'autoriser le pain et le beurre, et même la bouillie d'avoine en manière de compromis. Il rentra un jour chez lui muni d'un hochet qu'il donna à Benjamin, et le tint absolument à le voir jouer avec, sur quoi le vieillard prit l'objet d'un air las et produisit docilement un bruit de grelot qui se répéta à intervalles réguliers tout le long du jour. Il est cependant hors de doute que le hochet l'ennuyait, et qu'il se procurait, quand on le laissait seul, d'autres distractions plus à son goût. Par exemple, M. Button s'aperçut un soir qu'au cours de la semaine écoulée, il avait fumé plus de cigarettes que jamais, phénomène qui s'expliqua quelques jours après lorsque, entrant à l'improviste dans la nurserie, il la trouva envahie d'une légère fumée bleutée. Benjamin, la mine coupable, essaya de faire disparaître le mégot d'un gros Havane. Certes, ce délit méritait une solide fessée, mais M. Button ne put prendre sur lui de la lui administrer. Il avertit simplement son fils du danger de compromettre sa croissance. Il s'entêta néanmoins dans son attitude. Il apportait des soldats de plomb, des trains en bois, de gros animaux en peluche sympathiques et, pour parfaire l'illusion qu'il créait, à son propre usage en tout cas, il questionnait ardemment le vendeur du magasin de jouets pour s'assurer que la peinture du canard rose ne partirait pas si le bébé le mettait dans sa bouche. Mais les efforts persistants de son père échouaient à éveiller l'intérêt de Benjamin. Il se faufilait dans l'escalier de service pour revenir à la nurserie chargé d'un volume de l'Encyclopædia Botanica et s'y plonger tout l'après-midi, tandis que ses vaches en tissu et son arche de Noé gisaient par terre à l'abandon. Contre une telle obstination, la volonté de M. Button ne pouvait pas grand-chose. Dans Baltimore, le retentissement de cette histoire fut d'abord énorme. On ne saurait déterminer combien le renom des Button et de leur famille eût risqué de souffrir si la guerre de sécession, en éclatant, n'avait pas détourné l'attention de leurs concitoyens. Quelques visiteurs d'une politesse sans faille se torturèrent l'esprit en quête de compliments à faire aux parents. Ils eurent finalement l'idée ingénieuse de déclarer que leur bébé ressemblait à son grand-père, chose indéniable vu l'état de délabrement commun à tous les septuagénaires. Cette constatation ne plaisait ni à monsieur ni à madame Button, et le grand-père de Benjamin était furieusement vexé. Dès sa sortie de la clinique, Benjamin prit la vie comme elle venait. On invita pour lui plusieurs petits garçons, et il passa un après-midi, malgré la raideur de ses articulations, à tâcher de s'intéresser aux toupies et aux billes.
Il arriva même, tout à fait accidentellement, à briser une vitre de la cuisine avec un caillou lancé à la fronde, exploit qui ravit son père en secret. Par la suite, il trouva moyen de cacher quelque chose tous les jours, mais il n'agissait ainsi que pour se conformer à ce qu'on attendait de lui, et parce qu'il était obligeant de nature. Quand l'hostilité initiale de son grand-père se fut résorbée, Benjamin et ce vieux monsieur prirent grand plaisir à leur compagnie réciproque. Ces deux êtres d'âge et d'expérience si différents passaient des heures ensemble comme de vieux copains, à commenter de façon inlassable et monotone le lent déroulement des jours. Benjamin se sentait plus à l'aise avec son grand-père qu'avec ses parents. Il semblait toujours avoir un peu peur de lui, et en dépit de l'autorité dictatoriale qu'ils exerçaient sur leur fils, il l'appelait souvent « monsieur ». Son apparente maturité physique et mentale à la naissance le déconcertait autant que n'importe qui d'autre. Il lut une étude à ce sujet dans la Gazette médicale, mais apprit que jamais encore un tel cas ne s'était présenté. Sur l'insistance de son père, il faisait des efforts sincères pour s'amuser avec des garçons et participait fréquemment aux jeux les moins brutaux. Le football américain le mettait à trop rude épreuve et il craignait que ses vieux os, s'ils étaient fracturés, ne refusent de se ressouder. À 5 ans, on l'envoya à l'école maternelle, où il fut initié à l'art de coller du papier vert sur du papier orange, de tisser des motifs colorés et de fabriquer les sempiternels colliers en carton. Il avait tendance à s'endormir au milieu de ces activités, habitude qui effrayait la maîtresse autant qu'elle l'irritait. Au grand soulagement de Benjamin, elle se plaignit à ses parents qu'ils le retirèrent de l'école. Ils trouvaient leur fils encore trop jeune, expliquèrent les Button à leurs amis. Au bout de 12 années, ses parents s'étaient accoutumés à lui. Telle est la force de l'habitude qu'ils ne le voyaient même plus différent des autres enfants, sauf lorsqu'une anomalie venait les frapper. Mais un beau jour que Benjamin se regardait dans la glace, quelques semaines après son 10e anniversaire, il fit ou crut faire une découverte étonnante. Sa vue le trahissait-elle, ou bien ses cheveux avaient-ils graduellement viré du blanc au gris fer sous sa teinture? Le réseau de rides sur son visage ne devenait-il pas moins accusé? Sa peau n'était-elle pas plus saine, plus ferme, et même colorée d'une teinte vermeille par le froid hivernal? Il n'aurait su le dire. Son dos n'était plus voûté, cela il le savait, et son état général était meilleur qu'au premier temps de son existence. Il osait à peine s'interroger. « Se pourrait-il » Il alla trouver son père. « Je suis grand, » affirma-t-il résolument. « Je veux porter un pantalon. » M. Burton hésita. « Mon Dieu, je ne sais pas, » répondit-il enfin. « C'est 14 ans, l'âge du pantalon, et t'en as que 12. »« Mais vous ne pouvez nier, » protesta Benjamin, « que je suis grand pour mon âge. » Son père s'offrit l'illusion de mettre la chose en doute. « Pas tellement. J'étais aussi grand que toi à 12 ans. » C'était faux. Mais les conventions adoptées par Roger Button vis-à-vis de lui-même l'obligeaient à croire son fils normal. Ils trouvèrent finalement un compromis. Benjamin continuerait de se laisser teindre les cheveux. Il s'efforcerait mieux de jouer avec les garçons de son âge. Dans la rue, il ne porterait pas ses lunettes ni ne s'appuierait sur une canne. En échange de ces concessions, il obtint son premier costume doté d'un pantalon. 4. Nous ne nous étendrons pas sur la vie de Benjamin Burton entre sa 12e et sa 25e année. Disons simplement que ce furent des années de décroissance régulière. À 18 ans, Benjamin était droit comme un quinquagénaire. Il avait les cheveux plus épais, d'un brun à peine grisonnant. Sa démarche était alerte, sa voix avait perdu son chevrotement fragile pour devenir un ferme baryton. Aussi son père l'envoya-t-il dans le Connecticut passer les examens d'entrée à Yale. Benjamin fut admis en première année à l'université. 3 jours après son arrivée, il reçut une convocation de M. Hart, secrétaire général, le priant de venir au bureau afin d'établir un programme. Benjamin, en consultant son miroir, estima que ses cheveux nécessitaient une nouvelle application de teinture brune, mais il s'aperçut, en fouillant anxieusement dans son tiroir de commode, que le flacon ne s'y trouvait pas. La mémoire lui revint. Il l'avait vidé la veille et jeté. Il était confronté à un dilemme. Il devait se présenter au secrétariat 5 minutes plus tard. Il n'avait manifestement aucun recours. Il lui faudrait se montrer tel qu'il était.
Il s'y résigna. « Bonjour, dit polidement le secrétaire. Vous venez vous renseigner pour votre fils ? À la vérité, je m'appelle Button, commença Benjamin aussitôt interrompu par M. Hart. Heureux de faire votre connaissance, Monsieur Button. J'attends votre fils ici même d'un instant à l'autre. Mais c'est moi, exposa Benjamin. Je suis admis en première année. Comment ? J'entre en première année. Vous plaisantez certainement. Pas du tout. Le secrétaire, les sourcils froncés, consulta une fiche posée devant lui. Voyons, j'ai ici l'indication de l'âge de M. Benjamin Button. 18 ans. C'est précisément mon âge, affirma Benjamin en rougissant un peu. Le secrétaire le regarda de travers. Enfin, M. Button, vous n'espérez pas me faire avaler une pareille invraisemblance. Benjamin sourit d'un air las. J'ai 18 ans, insista-t-il. Le secrétaire lui montra la porte d'un doigt sévère. Sortez, je vous prie de quitter l'université et la ville. Vous êtes un fou dangereux. Mais j'ai 18 ans. Monsieur Hart ouvrit la porte. Quel aplomb, cria-t-il. À votre âge, essayez d'entrer en première année chez nous. Ah, vous avez 18 ans. Eh bien, je vous donne 18 minutes pour déguerpir de la ville. Benjamin Button sortit dignement du bureau sous le regard curieux d'une demi-douzaine d'étudiants qui attendaient dans le couloir. Au bout de quelques mètres, il se retourna, dévisagea le secrétaire hors de lui, qui était resté sur le seuil de la porte, et il répéta d'une voix ferme « J'ai 18 ans !» Accompagné par le chœur de ricanement des étudiants, Benjamin s'éloigna. Mais il n'allait pas s'en tirer à si bon compte. En dirigeant mélancoliquement ses pas vers la gare, il constata qu'il était suivi par un groupe, puis un essaim, et enfin une foule d'étudiants. La nouvelle s'était répandue. Un fou avait passé des examens d'entrée à Yale, comptant faire croire qu'il avait 18 ans. La fièvre s'empara de l'université. Des garçons quittaient leur cours en trombe, tête nue. L'équipe de football abandonna l'entraînement pour se joindre au rassemblement. Les épouses de professeurs, le chapeau de guingois et la robe en bataille couraient en jacassant derrière la procession, d'où jaillissait un feu continu de lazzi destiné à blesser la tendre susceptibilité de Benjamin Button. « Et c'est sûrement le juif errant. Il devrait entrer à la communale à son âge. Regardez l'enfant prodige. Il nous a pris pour l'asile des vieillards. Il est à point pour Harvard. » Benjamin accéléra son allure. Il atteignit bientôt le pas de course. Il leur montrerait. Il irait à Harvard, en effet, et il leur ferait regretter leur moquerie imprudente. Une fois monté sain et sauf dans le train de Baltimore, il se pencha par la fenêtre. « Vous le regretterez !» cria-t-il. Un grand éclat de rire secoua les étudiants. Jamais l'université Yale n'avait commis plus lourde erreur. 5. En 1880, Benjamin Button fêta son 28e anniversaire et il marqua cette date en entrant en fonction chez son père à la Roger Button Company, quincaillerie en gros. Cette même année, il fit ses débuts dans le monde. C'est-à-dire que son père insista pour l'emmener à plusieurs bals d'élégants. Roger Button avait maintenant 50 ans, et son fils et lui s'entendaient de mieux en mieux. En fait, depuis que Benjamin avait cessé de se teindre les cheveux, encore légèrement grisonnants, on leur donnait à peu près le même âge, et ils auraient pu passer pour des frères. Un soir du mois d'août, en grande tenue de soirée, ils prirent leur phaéton pour se rendre à un bal dans la maison de campagne des Shevlin, aux environs immédiats de Baltimore. C'était une soirée magnifique. La lune ronde baignait la route d'une matité de platine, et les fleurs des champs tardives chargeaient l'air immobile de senteurs semblables à des rires assourdis. La campagne, tapissée à perte de vue de blé lustré, transparaissait comme en plein jour. Il était presque impossible de ne pas s'émouvoir de la pure beauté du ciel. Oui, presque. « Il y a un grand avenir pour le commerce de la quincaillerie, disait Roger Button, dont la spiritualité n'était pas plus développée que le sens de l'esthétique. Les vieux routiers comme moi ont du mal à assimiler les tactiques nouvelles, observa-t-il avec sagacité. C'est à vous, le jeune, à votre énergie, à votre vitalité, qu'est promis le grand avenir. Les lumières de la maison de campagne des Shevlin apparurent loin devant. Puis une sorte de soupir monta avec insistance jusqu'à eux. Ce pouvait être la douce plainte des violons ou le frémissement des blés d'argent sous la lune.
Ils s'arrêtèrent à côté d'un joli coupé qui déposait ses passagers devant la porte. Une dame en débarqua, suivie d'un homme d'un certain âge, puis d'une demoiselle belle comme le péché. Benjamin tressaillit. Une modification presque chimique lui sembla dissoudre et recomposer les éléments mêmes de son corps. Il fut parcouru d'un frisson. Le sang lui monta aux joues, au front, et lui battit aux oreilles. C'était le coup de foudre. La jeune fille était élancée et frêle. Ses cheveux cendrés au clair de lune prirent sous le bec de gaz du porche des couleurs de miel. Elle avait jeté sur ses épaules une mantille espagnole du jaune le plus pâle, piquetée de papillons noirs. Ses pieds scintillaient comme deux boutons de fleurs au bas de sa robe à tournure. Roger Button se pencha vers son fils. « C'est la petite Hildegarde Moncrieff, la fille du général Moncrieff. » Benjamin inclina la tête, impassible. « Mignonne, » dit-il négligemment. Mais quand le palefrenier noir eut pris en charge le phaéton, il ajouta « Vous pourriez me présenter à elle, père ?» Ils s'approchèrent d'un groupe dont Miss Moncrieff occupait le centre. Élevée conformément aux vieilles traditions, elle plongea en une révérence devant Benjamin. Oui, elle lui accordait une danse. Il la remercia et s'éloigna, chancelant. L'attente de son tour lui parut interminable. Debout contre le mur, silencieux, impénétrable, il épiait d'un œil noir les manœuvres des jeunes daims de Baltimore autour de Hildegarde Moncrieff et l'admiration vibrante qu'exprimaient leurs visages. Il les trouvait odieux, intolérablement frais et roses. Leurs favoris bruns et frisés provoquaient chez lui une sensation voisine de la nausée. Mais lorsque ce fut à lui d'entraîner la jeune fille sur la piste mouvante au rythme de la dernière valse parisienne en vogue, sa jalousie, son anxiété fondirent comme neige au soleil. Ébloui de ravissement, il se sentait commencer à vivre. « Vous êtes arrivés juste en même temps que nous, vous et votre frère, n'est-ce pas ?» demanda Hildegarde en levant sur lui des yeux d'émail bleu. Benjamin hésita. Si elle le prenait pour le frère de son père, fallait-il la détromper ? Il se rappela son aventure à Yale et décida le contraire. Il eût été discourtois de contredire une demoiselle, lamentable de gâcher ce moment merveilleux en révélant la grotesque histoire de sa naissance. Plus tard, peut-être. Il se contenta donc de s'incliner, de sourire, d'écouter, d'être heureux. « J'aime les hommes de votre âge, » affirmait Hildegarde. « Les jeunes gens sont si bêtes. Ils me racontent quelle quantité de champagne ils boivent à l'université et combien d'argent ils perdent au jeu. Les hommes mûrs savent apprécier les femmes. » Benjamin était au bord de la demande en mariage. Il fit un effort pour se dominer. « Vous avez exactement l'âge romantique, » continuait-elle. « 50 ans. À 25, on est trop superficiel. À 30, c'est la pâleur du surmenage. 40, c'est l'époque des longs récits qui prennent le temps d'un cigare entier. 60, c'est... Bah 60, c'est trop près de 70. Mais 50, c'est mûr à point. 50 ans, j'adore. 50 ans parurent à Benjamin l'âge idéal. Il regretta passionnément de ne pas avoir 50 ans. « J'ai toujours dit, » poursuivait Hildegarde, que je préférerais épouser un homme de 50 ans qui veillerait sur moi plutôt qu'un homme de 30 ans sur qui je veillerais. Pour Benjamin, le reste de la soirée baigna dans une brume dorée. Hildegarde lui accorda 2 autres danses, et ils se découvrirent merveilleusement en accord sur toutes les questions d'actualité. Ils convinrent de faire ensemble une promenade en voiture le dimanche suivant, afin de mieux sonder ces questions. Dans le phaéton qui les ramenait chez eux peu avant l'aube, alors que bourdonnaient les premières abeilles et que miroitait la rosée fraîche sous la lune déclinante, Benjamin entendait vaguement son père analyser la quincaillerie en gros. « Et à ton avis, qu'y a-t-il encore qui mériterait notre attention, outre les marteaux et les clous ?» demandait M. Button, père. « Elle est belle, » murmura Benjamin distraitement. « Mais les pelles !» s'exclama Roger Button. « Mais je viens d'en parler !» Benjamin tourna vers lui un regard sidéré, au moment où le ciel s'éclairait à l'horizon oriental, tandis qu'un loriot sifflait ses premières notes dans les arbres qui s'éveillaient. 6. 6 mois après, quand filtra la nouvelle des fiançailles de Miss Hildegarde Moncrieff avec Benjamin Button, filtra, dis-je, car le général Moncrieff se serait fait harakiri plutôt que de les annoncer, l'émotion fut à son comble dans la bonne société de Baltimore.
On se rappela presque l'histoire oubliée de la naissance de Benjamin. Portée par un vent de scandale, elle prit les formes les plus incroyables et rocambolesques. On insinua que Benjamin Button était en réalité le père de Roger Button, son frère qui venait de purger 40 ans de prison, John Wilkes, sous un faux nom, voire qu'il avait sur le crâne 2 petites cornes pointues. Les éditions dominicales des journaux new-yorkais exploitèrent l'affaire à grand renfort de dessins fascinants, où l'on voyait la tête de Benjamin Button surmontant un poisson, un serpent et enfin un corps de métal massif. La presse le baptisa Monsieur Mystère du Maryland, mais la vérité, comme toujours en pareil cas, ne fut guère ébruitée. Bref, c'était criminel, chacun en convint, avec le général Moncrieff, qu'une ravissante jeune fille qui avait à sa portée les plus beaux partis de Baltimore se jeta dans les bras d'un quinquagénaire. Monsieur Roger Button fit vainement reproduire en gros caractères dans le journal de Baltimore l'acte de naissance de son fils. Personne n'y crut. Il suffisait de voir Benjamin pour être fixé. Quant aux 2 participaux intéressés, ils ne connurent pas d'hésitation. On propageait tant de mensonges sur son fiancé que Hildegarde refusa même obstinément d'ajouter foi à ce qui était vrai. Le général Moncrieff eut beau souligner le risque de mortalité qui guettait les quinquagénaires, réels ou apparents, déplorer les fluctuations du marché de la quincaillerie, Hildegarde avait choisi d'épouser la maturité. Elle l'épousa. 7. Les amis de Hildegarde Moncrieff se trompaient au moins sur un point. La quincaillerie, en gros, se développa remarquablement. Au cours des 15 années qui s'écoulèrent entre le mariage de Benjamin Button en 1880 et la retraite de son père en 1895, la fortune familiale doubla, et cette prospérité fut surtout l'œuvre du jeune Button. Il va sans dire que Baltimore avait, entre-temps, accueilli le couple en son sein. Le vieux général Moncrieff lui-même conçut de la sympathie pour son gendre quand celui-ci subventionna l'édition de son Histoire de la guerre de sécession en 20 volumes, précédemment refusée par une quinzaine d'éditeurs. Sur la personne de Benjamin, ces 15 années avaient aussi opéré de grands changements. Il sentait le sang couler dans ses veines avec une ardeur nouvelle. Cela devenait un plaisir de se lever le matin, d'arpenter d'un pas vif les rues animées sous le soleil, de manipuler inlassablement ses cargaisons de marteaux et chargements de clous. Ce fut en 1890 qu'il réussit son fameux coup de maître. Il suggéra que tous les clous utilisés pour clouer les caisses dans lesquelles voyagent les clous soient la propriété du destinataire, proposition qui fut érigée en statut, grâce à quoi la Roger Button & Company, quincaillerie en gros, put économiser plus de 600 clous par an. Benjamin découvrit en outre que les plaisirs de l'existence l'attiraient de plus en plus. Marque de son enthousiasme croissant pour les activités plaisantes, il fut le premier citoyen de Baltimore à posséder et conduire une automobile. Lorsqu'il le rencontrait dans la rue, ses contemporains scrutaient d'un œil envieux l'image qu'il donnait de la santé et de la vitalité. « Il a l'air de rajeunir tous les jours », observait-il. Et si Roger Button, qui avait atteint 65 ans, s'était d'abord montré peu chaleureux envers son fils, il se rattrapait en lui vouant à présent une sorte de culte. Et nous voici tenus d'aborder une question désagréable sur laquelle il vaudrait mieux glisser le plus vite possible. Benjamin Button n'avait qu'un sujet de tourment. Sa femme ne lui inspirait plus aucune attirance. Hildegarde avait maintenant 35 ans et un fils de 14 ans. Au premier temps de leur union, Benjamin l'avait adulée, mais à mesure que les années passaient, les cheveux de miel devenaient d'un châtain terne, l'émail bleu de ses yeux prenait l'aspect d'une faïence défraîchie, et surtout, elle avait contracté des habitudes trop assises, trop placides, se contentant de distractions anémiques. Son goût ne cessait de s'assagir. Jeune épousée, c'est elle qui traînait Benjamin à des bals, des dîners. Or, les rôles se trouvaient désormais inversés. Elle l'accompagnait dans le monde, mais non sans réticence, déjà rongée par cette inertie éternelle qui s'installe un jour en nous pour ne plus nous quitter. L'insatisfaction de Benjamin augmentait, son foyer ayant perdu tout attrait pour lui. Lorsque la guerre hispano-américaine éclata en 1898, il décida de s'engager dans l'armée. Sa position lui permit d'obtenir un brevet de capitaine et il sut si bien s'adapter à ses fonctions qu'il fut promu commandant puis lieutenant-colonel à temps pour participer au célèbre assaut de San Juan Hill. Il reçut une blessure légère et une décoration. Benjamin s'était attaché à la vie militaire, active et excitante, au point de regretter de la quitter. Mais comme ses affaires le réclamaient, il démissionna et regagna Baltimore.
Une fanfare lui souhaita la bienvenue à la gare et l'escorta jusqu'à chez lui. 8. Hildegarde l'accueillit sous le porche de leur maison en agitant un grand drapeau de soie. Au moment même où il l'embrassait, il perçut, le cœur serré, quelle trace ces 3 années avaient laissée. C'était maintenant une quinquagénaire aux cheveux striés de gris. Cette constatation le déprima. Une fois monté dans sa chambre, il aperçut son propre reflet dans le miroir familier. Il s'approcha et s'examina avec angoisse, puis entreprit de comparer son visage avec une photographie de lui sous l'uniforme prise juste avant son départ. « Grand Dieu !» s'exclama-t-il à haute voix. Le processus continuait. Aucun doute n'était permis. Il avait maintenant l'apparence d'un homme de 30 ans. Au lieu d'en être ravi, il se sentit mal à l'aise. Il rajeunissait. Quand son âge physique aurait atteint son âge réel, avait-il espéré auparavant, le phénomène grotesque qui avait entaché sa naissance cesserait d'agir. Il frissonna. Son destin lui sembla affreux, inconcevable. Lorsqu'il descendit, Hildegarde l'attendait en bas. Elle paraissait soucieuse, et il se demanda si elle s'était enfin aperçue que quelque chose n'allait pas. En un effort pour détendre l'atmosphère entre eux, il aborda la question pendant le dîner, d'une manière qu'il estima délicate. « Eh bien, dit-il d'un ton dégagé, tout le monde me trouve l'air plus jeune que jamais. » Hildegarde renifla avec mépris. « Pensez-vous avoir lieu de vous en vanter ?»« Je ne m'en vante pas, protesta-t-il gêné. Elle renifla une seconde fois. « Quelle aberration !» Elle ménagea une pause. « Je vous aurais cru capable d'assez de dignité pour y mettre un terme. »« Comment le pourrais-je ?»« Je refuse d'en discuter avec vous, rétorqua-t-elle. Mais il y a 2 façons de procéder, la bonne et la mauvaise. Si vous avez choisi d'être différent de tout à chacun, je suppose que je ne parviendrai pas à vous en empêcher, mais je ne trouve vraiment pas cela très prévenant de votre part. Mais, voyons, Hildegarde, je n'y peux rien. Et bien sûr que si. Vous n'êtes qu'un entêté. Vous vous croyez obligé de ne pas faire comme les autres. Vous avez toujours été ainsi. Vous ne changerez jamais. Mais réfléchissez un peu à ce qui arriverait si tous avaient ce genre de lubie. Dans quel monde vivrions-nous ? À cet argument, aussi inepte qu'irréfutable, Benjamin n'essaya pas de répondre. Dès lors, un abîme commença à se creuser entre eux. Il se demandait quelle espèce de fascination elle avait pu autrefois exercer sur lui. Pour aggraver le décalage, il sentit, au moment où le siècle prenait son essor, se renforcer son propre appétit de divertissement. On ne donnait pas une soirée à Baltimore sans qu'il n'en fût. Il dansait avec les plus jolies jeunes filles, il bavardait avec les débutantes les plus demandées et savourait leur compagnie, tandis que son épouse, sinistre douairienne, siégeait au milieu des chaperons, tantôt lui témoignant sa désapprobation hautaine, tantôt le suivant d'un regard lourd de solennité, d'incompréhension et de reproche. « Voyez un peu, disait-on, quel dommage, un homme éclatant de jeunesse, enchaîné à une femme de 45 ans. Il doit bien avoir 20 ans de moins qu'elle. » Les gens avaient oublié, comme ils oublient inévitablement, qu'autrefois, en 1880, leurs père et mère s'étaient eux aussi lamentés sur ce couple si mal assorti. L'insatisfaction croissante que son foyer inspirait à Benjamin se trouvait compensée par la multiplication nouvelle de ses activités. Il se mit au golf, avec succès. Il s'adonna à la danse. En 1906, il brilla dans le Boston. En 1908, on admirait sa virtuosité en matière de marxisme et en 1909, son Castle Walk rendait jaloux tous les jeunes gens de la ville. Ses occupations mondaines nuisaient évidemment quelque peu à ses affaires, mais n'avait-il pas travaillé dur dans la quincaillerie en gros durant 25 ans ? Il pourrait bientôt, estimait-il, transmettre le flambeau à son fils Roscoe, lequel venait de terminer ses études à Harvard. En fait, on les prenait souvent l'un pour l'autre, son fils et lui. Cela ravissait Benjamin. Il avait vite oublié la crainte insidieuse qui s'était emparée de lui à son retour de la guerre hispano-américaine, et il en était venu à s'enchanter naïvement de son apparence. Un seul point noir gâtait ce joli tableau. Il détestait se montrer en public avec sa femme. Hildegarde approchait de la 50aine, et il éprouvait à la voir une sensation d'absurdité. 9. Un jour de septembre 1910, quelques années après que la Roger Button & Co., quincaillerie en gros,
fut passé sous la direction du jeune Roscoe Button, un garçon à qui l'on donnait peut-être une vingtaine d'années s'inscrivait à l'université d'Harvard, à Cambridge. Il ne commit pas d'erreur de préciser qu'il avait 50 ans bien sonnés, ni que son fils avait obtenu son diplôme 10 ans auparavant dans le même établissement. Il y entra et atteignit presque aussitôt une place prééminente parmi ses condisciples, en partie au fait qu'il paraissait un peu plus mûr que les autres, dont l'âge moyen était de 18 ans. Mais son prestige fut surtout dû au match de football américain qu'il livra contre l'équipe de Yale. Il joua avec un tel brio, un tel dynamisme et une rage si implacable qu'il marqua 7 touchdowns et 14 buts pour Harvard et condamna l'effectif complet de l'équipe adverse à être emporté d'un terrain un par un, sans connaissance. Il fut l'étudiant le plus glorifié de l'université. Chose étrange, en 3e année, il parvint tout juste à faire le poids pour l'équipe de football. Les entraîneurs le trouvaient amaigri, et les plus observateurs avaient l'impression qu'il n'était plus aussi grand qu'avant. Il ne réussissait plus aucun touchdown. À la vérité, on le gardait parmi les joueurs dans l'espoir que sa gigantesque réputation provoquerait chez ceux de Yale la terreur et la désorganisation. En dernière année, il fut exclu de l'équipe. Il était devenu si menu, si frêle, qu'un groupe d'étudiants le prit un jour pour un garçon de première année, incident qui l'humilia terriblement. Il commença à passer pour une sorte de prodige. Il paraissait 16 ans à peine alors qu'il terminait ses études supérieures, et les libres propos des étudiants le choquaient souvent. Il peinait davantage sur ses cours, qui lui paraissaient trop avancés pour lui. Ayant entendu ses camarades parler de Saint-Midas, le célèbre collège où nombre d'entre eux avaient préparé l'université, il résolut de se rendre, après son diplôme, dans cet internat qui lui assurerait une vie plus facile au milieu des garçons de sa taille. En 1914, diplôme de Harvard en poche, il rentra à Baltimore. Comme Hildegarde résidait désormais en Italie, Benjamin alla loger chez son fils Roscoe. Malgré le bon accueil qu'on lui fit, les sentiments de Roscoe à son égard manquaient visiblement de chaleur. Il avait même une tendance assez perceptible à trouver encombrant ce père qui traînait à travers la maison ses rêveries d'adolescent. Roscoe était maintenant marié, un homme en vue dans la meilleure société de Baltimore, et il ne voulait pas d'un scandale qui pourrait venir éclabousser sa famille. Ayant perdu la faveur des débutants et de la génération des étudiants, Benjamin se retrouvait très seul, hormis la compagnie de 3 ou 4 garçons de 15 ans qui y habitaient dans le voisinage. Son idée d'entrer à Saint-Midas lui revint. « Écoute, lança-t-il un jour à Roscoe, je t'ai dit et répété que je voulais aller en pension. »« Eh bien alors, vas-y » répliqua Roscoe, laconique. La question l'irritait et il souhaitait éviter une discussion. « Mais je ne peux pas y aller tout seul. C'est à toi de m'inscrire et de m'y emmener. »« J'en ai pas le temps, » trancha Roscoe. Puis ses yeux se rétrécirent et il regarda son père avec gêne. « Par ailleurs, reprit-il, tu ferais mieux de ne pas poursuivre cette fantaisie trop loin. Tu ferais mieux de t'en tenir là. Tu ferais mieux... Tu ferais mieux... » Il s'interrompit pour chercher ses mots, le visage congestionné. « Tu ferais bien de tourner bride, de repartir dans l'autre sens. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Celles-ci dépassent déjà les bornes. Maîtrise-toi. » Benjamin leva les yeux sur lui, au bord des larmes. « Autre chose, » continua Roscoe. « Quand nous avons des visiteurs à la maison, j'aimerais que tu m'appelles mon oncle, non pas Roscoe, mais mon oncle, entends-tu ? Cela fait un effet ridicule qu'un garçon de 15 ans m'appelle par mon prénom. Tu devrais peut-être m'appeler tout le temps mon oncle afin d'en prendre l'habitude. » Roscoe jeta un regard dur à son père et tourna les talons. 10. Après cette entrevue, Benjamin monta tristement dans sa chambre et se contempla dans la glace. Bien qu'il ne fût pas rasé depuis 3 mois, il ne décela sur son menton qu'un léger duvet blond qui ne nécessitait aucune intervention. Roscoe lui avait suggéré, à son retour de Harvard, de porter des lunettes et des favoris postiches collés à ses joues. La farce des premières années menaçait de se répéter, mais les favoris le grattaient et l'humiliaient. Comme il pleurait, Roscoe avait cédé à regret. Benjamin ouvrit un recueil de récits d'aventures, les scouts de Bimini Bay, et se plongea dans cette lecture. Cependant, ses pensées retournaient obstinément à la guerre. Le mois précédent, l'Amérique s'était rangée aux côtés des Alliés et il aurait voulu s'engager. Hélas, l'âge minimum était de 16 ans, or il ne paraissait pas. En outre, son âge véritable de 57 ans l'aurait disqualifié.
On frappa à sa porte. Le valet de chambre lui présenta une lettre à en-tête officielle adressée à M. Benjamin Button. D'un geste impatient, Benjamin déchira l'enveloppe et lut le contenu avec ravissement. De nombreux officiers de réserve, l'informait-on, qui avaient servi durant la guerre hispano-américaine, étaient rappelés sous les drapeaux et promus à un grade supérieur. À cette missive était joint son brevet de général de brigade dans l'armée des États-Unis et l'ordre de se présenter sans délai. Benjamin se leva d'un bond, frémissant d'enthousiasme. Voilà ce qu'il attendait. Il saisit sa casquette et pénétra 18 minutes plus tard dans la boutique d'un grand tailleur de Charles Street, où il requit, de sa voix qui muait, que l'on prît ses mesures pour un uniforme. « Alors, on veut jouer au soldat, jeune homme ?» demanda un vendeur désinvolte. « Dites donc, ne vous occupez pas de ce que je veux en faire. Je m'appelle Benjamin Button et j'habite place de Montvernon. Sachez par conséquent que je suis solvable. »« Ma foi, » hésita le vendeur. « Sinon vous, votre papa le sera sûrement. » On prit les mesures de Benjamin, et son uniforme fut prêt 8 jours plus tard. Il eut quelques difficultés à obtenir un authentique insigne de général, car le tailleur insistait pour y substituer un joli écusson de l'association chrétienne des anciens combattants, tout aussi décoratif et bien plus amusant. Sans rien dire à Roscoe, il quitta la maison un soir et prit le train pour le camp Mosby, en Caroline du Sud, où il devait commander une brigade d'infanterie. Par une maussade journée d'avril, il débarqua à l'entrée du camp, paya le taxi qui l'avait emmené de la gare et se planta devant la sentinelle de service. « Faites venir quelqu'un pour s'occuper de mes bagages » ordonna-t-il. La sentinelle le toisa d'un air réprobateur. « Hé, là, petit, où tu vas avec cet accoutrement de général ?» Benjamin, vétéran de la guerre hispano-américaine, le foudroya du regard. Par malheur, il ne disposait que d'une voix de fausette. « Garde à vous !» s'efforça-t-il de tonitruer. Alors qu'il reprenait son souffle, il vit soudain la sentinelle claquer les talons et présenter les armes. Benjamin dissimula un sourire de satisfaction, sourire qui s'effaça quand il tourna la tête. Ce n'était pas lui qui avait provoqué ce geste, mais un imposant colonel d'artillerie s'approchant à cheval. « Colonel !» cria Benjamin d'une voix aiguë. Le colonel arrêta sa monture auprès de lui et abaissa des yeux où brillait une lueur amusée. « De qui est donc le petit garçon ?» demanda-t-il gentiment. « Je vais vous montrer un peu de qui je suis, le petit garçon !» répliqua férocement Benjamin. « Descendez du cheval !» Le colonel rugit de rire. « Tu voudrais me le prendre, hein, mon général ?»« Tenez !» hurla Benjamin hors de lui. « Lisez ça !» Il brandit son brevet devant le colonel. Celui-ci le lut en haussant les sourcils. « Où as-tu déniché ce papier ?» s'enquit-il en glissant le document dans sa poche. « Je le tiens du gouvernement, et vous allez vous en rendre compte. »« Accompagnez-moi, » dit le colonel avec un regard bizarre. « Nous allons en parler au QG. Viens. » Le colonel dirigea sa monture vers le quartier général. Benjamin n'avait pas le choix. Il le suivait en sauvegardant autant que possible sa dignité, et en se promettant une vengeance implacable. Mais cette vengeance n'allait pas se concrétiser. Le surlendemain, ce fut son fils Roscoe qui se concrétisa sous ses yeux. Convoqué, accouru de Baltimore, suant, furieux, il ramena chez lui le général en pleurs et dépouillé de son uniforme. 11. Le premier enfant de Roscoe naquit en 1920. Au cours des festivités qui suivirent, personne ne jugea bon de signaler que ce nouveau-né avait pour grand-père le petit garçon barbouillé qui paraissait 10 ans, et jouait dans la maison avec des soldats de plomb et un cirque miniature. Nul n'éprouvait d'aversion envers l'enfant au visage d'une fraîcheur aimable, à peine effleurée d'une ombre de mélancolie. Mais sa présence constituait pour Roscoe Button une source de tourments. Dans le jargon de sa génération, Roscoe jugeait que la situation n'était pas productive. Il lui semblait que son père, en refusant de paraître 60 ans, ne se comportait pas comme un homme sain et viril, expression chère à Roscoe, et agissait d'une façon singulièrement perverse. Méditer pendant une demi-heure sur la situation suffisait même à l'amener au bord de la crise de nerfs. Un homme dynamique se doit de rester jeune, estimait-il, mais pousser les choses à cette extrémité, c'était improductif. Roscoe s'en tenait là. 5 ans après, le fils de Roscoe avait grandi suffisamment pour jouer en compagnie du petit Benjamin, sous la surveillance d'une nurse commune.
Roscoe les mena tous les deux à l'école maternelle, et Benjamin trouva que s'amuser avec des bandes de papier de couleur, fabriquer des napperons, des chaînes de motifs curieux et splendides, était le jeu le plus fascinant du monde. Un jour, s'étant mal conduit, il fut mis au coin et pleura, mais dans l'ensemble il vivait des heures sereines dans la salle où le soleil entrait à flots par les fenêtres, où la main affectueuse de Miss Bailey se posait de temps en temps sur ses cheveux embroussaillés. Au bout de 2 ans, le fils de Roscoe passa dans la classe au-dessus, mais Benjamin resta au jardin d'enfants. Il était très heureux. Parfois, lorsque les autres parlaient de ce qu'il ferait quand il serait grand, un nuage assombrissait sa frimousse comme s'il avait senti, d'une manière enfantine et confuse, qu'il s'agissait là d'un avenir auquel il ne goûterait pas. Les jours coulaient, charriant leur contenu monotone. Il retourna pour la 3e année au jardin d'enfants, mais il était devenu trop bébé pour voir à quoi servaient les bandes de papier brillant aux couleurs vives. Il pleurait parce qu'il avait peur des autres garçons, qui étaient plus grands que lui, et quand la maîtresse lui parlait, il ne comprenait rien malgré tous ses efforts. On le retira de l'école maternelle. Sa nurse, Nana, avec sa robe de Vichy amidonnée, occupait le centre de son univers minuscule. Si le temps le permettait, ils allaient se promener au parc. Nana montrait du doigt un gros monstre gris en disant « Éléphant », mot que Benjamin articulait après elle, et le soir, lorsqu'elle le déshabillait pour le coucher, il le lui répétait indéfiniment à haute voix. « Éléphant, éléphant, éléphant ». Nana le laissait quelquefois sauter sur le lit. Et c'était drôle, parce que si on s'asseyait juste comme il fallait, ça vous faisait rebondir tout debout. Et si on disait « Ah 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 » longtemps en sautant, on obtenait un effet de cri saccadé très plaisant. Il aimait prendre une grosse canne dans le porte-parapluie et déambuler en donnant des coups dans les chaises ou les tables et en criant « Pain, pain, pain !» Quand il y avait des invités à la maison, les vieilles dames gloussaient en l'apercevant et il roucoulait dans l'oreille, ce qui l'intéressait. Et les jeunes dames tenaient à l'embrasser, ce qu'il supportait avec une patience ennuyée. Et lorsque la longue journée s'achevait, à 5 heures du soir, il montait en compagnie de Nana, qui lui donnait à manger à la cuillère de la bouillie et autre nourriture délicieusement fondante et mousseuse. Nul souvenir désagréable ne troublait son sommeil enfantin. Rien ne surnageait des beaux jours de l'université, des années étincelantes où il avait fait palpiter la gorge des jeunes filles. Il ne restait que les parois blanches et rassurantes de son petit lit, et Nana, et un monsieur qui venait parfois le voir, et un gros ballon orange que Nana lui montrait juste avant de le coucher et qu'il appelait « soleil ». Quand le soleil s'en allait, ses yeux se fermaient. Il n'avait pas de rêve, aucune image ne le hantait. Le passé, le fol assaut de San Juan Hill à la tête de ses troupes, les premières années de son mariage, lorsqu'il travaillait tard dans le crépuscule d'été, au cœur de la cité affairée, pour la jeune Hildegarde qu'il aimait, plus loin encore, le temps où il passait la moitié de la nuit à fumer avec son grand-père dans la vieille demeure des Button, sur Monroe Street, tout cela s'était évanoui comme des songes immatériels, comme si rien n'avait jamais eu de réalité. Il ne se rappelait pas. Il ne se rappelait pas clairement si le lait de son dernier biberon était chaud ou froid, ni comment s'écoulaient les jours. Il ne connaissait que son berceau et la présence de Nana. Puis il n'eut plus aucune mémoire. Quand il avait faim, il pleurait. Voilà tout. Le jour, la nuit, il respirait. Sur lui planaient de doux murmures qu'il entendait à peine, des odeurs faiblement différenciées, la lumière, l'ombre. Enfin, tout fut obscurité, et son berceau blanc, les visages imprécis qui bougeaient au-dessus de lui, le goût tiède, sucré du lait, s'effacèrent en entier de sa conscience.